TVT au cœur de l'information. Un groupe de réflexion dédié aux dettes publiques africaines et aux économies du continent est officiellement lancé. Le think tank et New Road ambitionne de changer la donne en ce qui concerne les questions de financement des économies du continent et proposer un cadre de réflexion sur le traitement et la structuration des dettes. La gestion des forêts et cette rencontre du ministre en charge de l'environnement avec les élus locaux et préfets à Tapamé, une réunion pour susciter leur implication active dans la gestion durable des forêts. Et puis, l'ouvrage Prouesse d'Afrique a été présenté ce jour à Lomé, un chef-d'œuvre du docteur Aïgan Oscar d'Almeida qui retrace sa tendre enfance et les événements qui ont suscité en lui l'envie d'être chercheur. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour les travaux du think tank et New Road. Le groupe de réflexion mis en place à cet effet a annoncé officiellement le démarrage de ses activités. Ce premier think tank dédié aux dettes publiques et au financement des économies africaines est un cadre où sera mené des réflexions continues autour de la soutenabilité des dettes publiques et au financement des économies du continent africain. Et à la conférence de Dakar sur le développement durable et l'endettement en Afrique, le chef de l'État, Faure Essosimna Gnassingbé, a appelé les États africains à s'en tenir à ce que nous avons sur notre continent. Issaka Aruna, reportage présenté par Ekoué Salah. Au moment où la crise sanitaire liée au Covid-19 continue d'impacter fortement les revenus de tous les pays du monde, l'Afrique s'engage à présent à faire face à son destin. Le réendettement rapide et important de l'Afrique devient une préoccupation majeure des personnalités des sphères politiques et économiques. Il existe désormais un cadre de réflexion sur la soutenabilité des dettes publiques et le financement des économies du continent africain. L'initiative a pour nom Think Tank et New Road. À l'heure où des mesures sont prises au niveau international, à l'instar de l'initiative de suspension du service de la dette ISSD relative au report du remboursement de la dette publique, ce think tank entend mener des réflexions pour trouver des voies et des solutions durables en vue de mieux faire face à la dette du continent. Des propositions concrètes seront formulées pour favoriser l'accès au financement des économies africaines à des conditions justes et adaptées au service de la mutation des économies, de l'industrialisation et du financement des investissements créateurs de valeur. Intervenant à cette tribune d'échange, Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, s'est inscrite dans la dynamique des réflexions pour la soutenabilité des dettes publiques et le financement des économies du continent en vue des plaidoyers communs. Un des plaidoyers, c'est de revisiter les dispositions existantes pour voir dans quelle mesure nous pourrons défendre cette situation et permettre à nos États de bénéficier de taux de maturité relativement longs. Elle a par ailleurs souligné l'importance d'un partenariat public-privé pour un soutien au développement et à la croissance. Il s'agira pour nous de réfléchir à notre propre capacité, d'où l'importance de faire du secteur privé un partenaire stratégique, mais en s'assurant que le partenariat public-privé que nous aurons à mettre en place ne sera pas créateur de dettes, mais de soutien au développement et à la croissance. Bon à savoir, lors de la conférence sur le développement durable et l'endettement en Afrique tenue à Dakar, le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, a relevé les efforts que chaque pays consent pour le respect des critères de convergence qui sont le gage d'un financement de la part des institutions internationales. En outre, le chef de l'État a déploré le traitement réservé aux pays africains lorsqu'il s'agit de leur accorder des financements. À un moment donné, souligne le chef de l'État,
Nous devons nous en tenir à ce que nous avons sur notre continent. New Road est une organisation apolitique à but non lucratif. Elle souhaite approfondir aux côtés des gouvernements et des organisations de la société civile des sujets portant sur le questionnement relatif à la pertinence de l'utilisation de certains ratios qui restreignent la capacité d'endettement des pays en pleine mutation économique. L'électricité pour tous d'ici à 2030, le gouvernement s'y attelle. Des actions sont mises en œuvre ces dernières années. Certaines localités, autrefois mal desservies en électricité, sont aujourd'hui très bien éclairées. Toutefois, des efforts restent à faire pour permettre au reste de la population d'en bénéficier. Dodoaré. Les programmes ont été mis en œuvre ces 25 dernières années, tous convergés vers un seul but, améliorer la qualité de vie des populations. L'un des secteurs qui a reçu un grand coup d'accélérateur, c'est celui de l'énergie. Secteur clé pour le développement et indispensable pour l'électrification des dispensaires et centres de santé, la facilitation de l'accès à l'eau pour les populations, l'électrification des écoles, entre autres. Ce lien fort avec le développement a amené le pays à s'engager à travers des politiques stratégiques dans la fourniture de l'énergie durable et accessible à toute la population, surtout en milieu rural. L'enjeu d'une énergie pour tous à coût abordable a permis au Togo de mettre sur pied un projet d'électrification dont jouissent aujourd'hui 300 localités à travers le pays. Des micro-centrales solaires photovoltaïques sont installées sur toute l'étendue du territoire, dont 300 pour les centres de santé des 5 régions du pays. Plusieurs localités bénéficient également de plus de 10 000 lampadaires solaires. Beaucoup de villages autrefois obscurs sont aujourd'hui éclairés. Le taux d'électrification est donc passé en 16 ans de 18 à 50% grâce à des projets phares comme CISO. Le projet couvre toute l'étendue du territoire et facilite l'accès des populations à l'électricité par des kits solaires individuels à coût abordable. Il vise 2 millions de citoyens, soit environ 300 000 foyers. L'une des composantes basées sur le social a permis d'équiper plusieurs centres de santé sur les 800 prévus. Des centaines d'exploitations agricoles ont également bénéficié des kits solaires individuels ou d'irrigation sur les 3000 prévus par le projet CISO. Outre l'accroissement du taux d'électrification rurale, l'initiative CISO a favorisé l'inclusion financière des populations. Progressivement, le Togo tend vers sa vision, celle d'une couverture universelle de sa population en énergie à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, des promesses ont été tenues, notamment la construction du parc solaire photovoltaïque de Blita. En 12 mois, les travaux de construction sont terminés. Cette centrale solaire a une capacité de production de 265 MW et fournit actuellement de l'électricité à 600 000 foyers ainsi qu'à quelques petites et moyennes entreprises. Et nous reviendrons bien évidemment sur d'autres aspects de ce projet, l'électricité pour tous d'ici à 2030 dans nos prochaines éditions. En ce qui concerne le mobile money, le système est en plein essor au Togo. Plus de 170 000 nouveaux comptes sont créés en avril 2020 et janvier 2021. Une hausse de 7% en moins d'un an. Des chiffres publiés par la Banque mondiale qui a effectué une analyse sur l'impact du dispositif sur les populations les plus vulnérables. Dodo Waré. Au lieu du cash, les Togolais sont désormais passés au transfert via le téléphone. Le paiement par téléphone mobile ou mobile money, une importante innovation digitale de ces 5 dernières années. Il y a de fortes chances que chacun ait effectué au moins une fois une transaction financière à partir du téléphone portable, que ce soit pour payer des factures, les impôts, renouveler son abonnement, faire des dépôts ou retraits d'argent ou achats dans les commerces, chacun y va de sa préférence de réseau. Un monsieur X qui paie par exemple avec moi nos articles, sa facture fait 600 000.
Tout de suite, au lieu de chercher la banque dans la ville la plus proche pour se déplacer avec des risques, il fait déjà son dépôt 600 000 sans frais au niveau d'un compte Flouz ou T-Money, directement sur mon numéro de téléphonie. T-Money ou Flouz, difficile de s'en passer. Je suis allé à la pharmacie. L'argent que j'avais sur moi ne pouvait pas payer le total que je devais donner. Donc rapidement, j'ai retiré de l'argent. La nuit, c'était vers 22h, sur mon compte Finam, que eux, ils ont un Flouz, donc que j'ai directement balancé. Le mobile money a révolutionné l'environnement digital togolais. Les transactions financières via le téléphone mobile représentaient globalement 607,7 milliards de francs CFA en 2018. Le nombre d'utilisateurs d'argent mobile est passé de 83 000 en 2013 à 2,3 millions en 2018, soit une croissance annuelle de 95% avec 62,7% des abonnés mobiles. Les services Flouz de Move sont les plus utilisés avec plus de 1700 milliards de francs CFA transférés, soit près de 78% du montant total des transactions. Les opérations au niveau de T-Money sont de l'ordre de 22%, soit environ 500 milliards de francs CFA. Des chiffres qui ont connu une évolution avec le programme de protection sociale et d'assistance financière temporaire aux ménages Novici. Plus de 170 000 nouveaux comptes dématérialisés ont été créés d'après les récentes analyses de la Banque mondiale. Une hausse de 7% en moins d'un an du taux d'utilisation des services financiers mobiles. Novici a favorisé le transfert de plus de 13 milliards de francs CFA à environ 820 000 bénéficiaires, dont plus de 60% des femmes sans contact physique. Des chiffres qui ont boosté l'utilisation du mobile money déjà en pleine croissance dans le pays. Cette initiative financière de solidarité a fait des émules dans de nombreux pays et son succès découle moins du montant transféré aux personnes bénéficiaires que du service digital déployé pour répondre à ce besoin social urgent. Elle a même eu un écho favorable auprès des Nations Unies qui estiment que l'introduction d'un revenu minimum provisoire pour les plus pauvres du monde est devenue une option envisageable pour accompagner les travailleurs qui ne bénéficient pas d'une protection sociale en cette période de pandémie. L'adoption rapide par les populations de ce nouveau mode de transaction financière virtuelle est due aux nombreux avantages qu'il offre. Facilité, fiabilité, gain de temps, rapidité entre autres. C'est un véritable appoint pour ceux qui n'ont pas de compte en banque et un recours quand on n'a plus de liquidité en poche. Les mobile money ont changé les habitudes de consommation des Togolais et ont renforcé l'inclusion financière des populations. Le secteur attire beaucoup de jeunes qui ont développé ces dernières années des applications en lien avec les transactions financières en ligne. Une transition digitale que le Togo ne compte pas abandonner de sitôt, vu les chiffres impressionnants des comptes mobiles créés et des transactions financières effectuées ces dernières années. La Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une session de formation à l'endroit des entreprises. Cet apprentissage a porté sur la prévention des risques professionnels. Le programme a pris en compte une centaine de participants. Retour sur les motivations de la Caisse nationale de sécurité sociale pour cette formation et son intérêt pour les entreprises avec Ekoué Salah. Cette visite entreprise par la Caisse nationale de sécurité sociale remonte au mois d'août 2020. Elle avait pris en compte une trentaine d'entreprises dans le Grand Lomé. Objectif, évaluer le dispositif de santé-sécurité au travail. Les données issues de la tournée ont amené la Caisse et le Bureau international du travail à mettre en place un programme de formation en faveur des entreprises concernées. Environ une centaine de représentants d'entreprises ont pris part à cette formation. C'est une formation très enrichissante dans le sens où par rapport à notre activité, il y avait beaucoup de non-conformités qui vont avec cette formation être appliquées. J'ai eu la bonne information et j'irai la recommander à mon employeur. Il y a des tests qu'on entend parler et qu'on a touché du doigt, on a vu.
on a lu et on a compris. À notre retour, nous allons faire l'évaluation des risques pour faire la cartographie des risques. Au retour, dans nos entreprises, nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place le document unique au sein de notre entreprise afin d'améliorer le bien-être de nos collaborateurs. Pour allier la théorie à la pratique, direction Sotopla. Ici, à la session pose-plaque, les formateurs sont venus évaluer les potentiels risques auxquels les travailleurs sont exposés. Et sur place, ils appliquent les éléments étudiés en salle. Les outils sur lesquels nous avons travaillé en salle, il faut les appliquer aux réalités des différents postes de travail. Donc nous sommes allés sur le terrain voir quels sont les risques auxquels les travailleurs sont exposés et ensuite, côté ces risques, proposer des mesures d'amélioration. À travers ce programme de formation, la Caisse nationale de sécurité sociale veut également marquer la journée africaine de prévention des risques professionnels célébrée le 30 avril 2021. Le chevauchement est parfait et nous permet donc de capitaliser davantage sur les acquis de ces formations pour que les entreprises puissent le relayer, mais aussi de profiter de ce cadre pour déployer des perspectives favorables aux entreprises dans le suivi, dans l'accompagnement que ces institutions sont amenées à faire. La CNSS et ses partenaires entendent veiller à la mise en application des plans d'action rédigés par les entreprises. Il faudrait que ces plans d'action puissent aboutir par rapport à la mise sur pied des comités de sécurité santé au travail, à leur formation, à la mise en place du document d'évaluation des risques dans les entreprises pour que les visites médicales se fassent correctement. Et puis ensuite, par rapport à la sécurisation de l'environnement de travail. La CNSS encourage les entreprises à se doter du document unique de prévention des risques professionnels dans les prochaines semaines. Cela devra aider à mieux protéger les travailleurs, surtout en cette période de la pandémie au Covid-19. Le gouvernement togolais prend des mesures pour la restauration de la couverture forestière au Togo. Des séances de travail sont initiées à ce propos. Les élus locaux et préfets sont mis à contribution. L'étape des plateaux avec Silver Abdou. La question de la déforestation entraînant la dégradation très poussée des forêts devient de plus en plus inquiétante dans chaque localité. Les bois, une fois coupés, ne sont plus remplacés. Même si certains sont remplacés, ils ne sont pas entretenus de façon régulière pour assurer leur croissance. D'où cette tournée du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, tournée pour d'abord faire l'état des lieux des forêts au Togo, ensuite échanger avec les élus locaux, les préfets et les députés des plateaux Est sur leur implication active dans la gestion durable et rationnelle des ressources forestières. Ceci pour également créer une dynamique de collaboration entre l'administration forestière et ses acteurs en vue d'une meilleure protection et préservation de l'environnement. Nous avons tenu, au nom de l'ensemble des communes du Togo, à renouveler notre engagement, à accompagner les orientations et la politique du gouvernement en ce qui concerne la gestion durable de l'environnement. C'est une affaire de tous, tout le monde doit être engagé. Et au premier chef, il revient donc à ces collectivités territoriales parce que ce sont elles qui recouvrent l'ensemble du territoire national, de s'engager, de veiller à ce que chacun d'entre nous comprenne la problématique, comprenne les enjeux. La dynamique impulsée intervient au moment où le Togo compte atteindre non seulement les 25% de couverture forestière à l'horizon 2025, mais aussi du moment où le gouvernement s'est engagé à adopter de nouvelles réformes visant à améliorer le secteur. Cette réforme concerne par exemple l'implantation des unités de transformation de bois qui nécessitent des matières premières pour assurer leur fonctionnement. Nous nous retrouvons avec deux défis. Celui de tout mettre en œuvre pour garantir une vie saine. Et la vie saine, c'est la protection de l'environnement. Et le second défi, c'est de faire en sorte que les industries qui vont s'installer ne manquent pas de produits pour leur existence. Parce qu'il ne suffit pas d'installer une industrie, mais aussi il faut que cette industrie ait de la matière. Imaginez
une industrie de transformation de bois qui ne trouve pas du bois, il est évident que cette industrie n'ira jusqu'à fermer ses portes. Les responsables communaux sont donc associés à cette lutte afin de les amener à jouer efficacement leur partition destinée à contribuer à l'effort collectif d'augmentation du taux de couverture forestière, actuellement de 24,24%. Les résultats des travaux de la prévision saisonnière des pluies au nord Togo sont rendus publics. Résultats diffusés par les experts de la Direction nationale de la météorologie. D'après l'examen des prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques, la saison pluvieuse va débuter en juin 2021. Au niveau du Grand Nord, il y aura une quantité de pluie qui sera normale au début, puis deviendra excédentaire. En savoir plus avec Nestor Moussou. Les infos météo, très précieuses à l'agriculture et à la prévention des catastrophes naturelles. Du 26 au 30 avril, les experts de la Direction générale de la météorologie nationale et leurs homologues de la sous-région ouest-africaine ont tenu une réunion virtuelle pour élaborer les informations météorologiques afin de les mettre à la disposition des utilisateurs. Cette rencontre de Kara marque une étape dans la vulgarisation de ces informations. Elle a regroupé autour des experts du service de la météorologie nationale, les autorités, les techniciens du ministère de l'Agriculture, les organisations paysannes, les acteurs de la gestion des catastrophes et certains médias de la partie septentrionale du pays. Sur toute l'étendue du territoire national, nous allons avoir des quantités de pluie qui auront de normal à excédentaire, sauf dans l'ouest des plateaux et le nord-ouest de la région maritime. Au niveau de la zone nord, donc on aura un cumul qui va aller de normal à excédentaire. Donc on s'attend à une saison humide et que les populations vont pouvoir faire les cultures qui aiment beaucoup d'eau. Nous conseillons aux populations de choisir les variétés de haut rendement. Au cours de cette saison des pluies, il y aura des pauses ou séquences sèches au nord Togo. Mais les météorologues rassurent que celles-ci seront très courtes et n'auront pas d'impact négatif sur les cultures. En dehors des communications sur les paramètres climatiques et les caractéristiques agrométéorologiques, une autre a concerné l'hydrologie. Les prévisions nous disent que voilà, dans le bassin de Loti, on aura un écoulement qui sera de normal à excédentaire. Donc normal à excédentaire, cela vous dit que ces pluies-là ne vont pas créer des débordements beaucoup plus accentués. Donc dans le bassin de Loti et dans le bassin du Mono. Mais contrairement au niveau du bassin du lac Togo, donc ça serait un écoulement excédentaire. Cela vous a dit que le bassin pourra déborder et que les populations vivant autour de ces bassins-là doivent faire énormément attention. Le préfet de la COSA, Hemo Badibao Bakali, a salué l'initiative de la Direction nationale de la météorologie de tenir sa rencontre à Kara, une démarche dont l'objectif est de rapprocher les informations météo des populations de l'intérieur. Il a exhorté les techniciens, les producteurs agricoles et les médias à accompagner le service de la météorologie dans la vulgarisation des informations afin que les populations sachent à quoi s'en tenir. Une rencontre de mise en relation entre primo-entrepreneurs, entreprises agrégatrices et structurantes engagées dans la mise en œuvre du projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes s'est tenue à Tapamé. Cette mise en contact consiste pour ces entités de mieux se connaître et définir les modalités de travail dans le contexte du dit projet, un projet complémentaire du PAEJ SP. Sylvain Abdou. Des jeunes primo-entrepreneurs engagés dans la production du manioc, une matière première pour alimenter et faire fonctionner une unité. L'usine de transformation du manioc implantée ici à Kamina, dans la préfecture de Logou. Ces primo-entrepreneurs sont sélectionnés dans le contexte du projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes, un projet complémentaire du PAEJ SP. Environ 645 jeunes sont pris en compte sur toute l'étendue du territoire, dont 131 pour la filière manioc. Mais avant d'entamer cette activité de production, il faut une mise en relation. D'où cette réunion ici à Tapamé pour le compte des primo-entrepreneurs des plateaux. Elle a réuni les jeunes des filières manioc et soja pour une mise en relation devant permettre aux jeunes de connaître les agrégateurs et l'entreprise avec laquelle ils travaillent, mais aussi discuter des différentes modalités de l'activité. Ça leur a permis de connaître ces agrégateurs, les responsables de ces entreprises, de connaître la chaîne de valeur développée par ces entreprises,
de discuter sur les questions de prix, tout ce qui concerne le partenariat d'affaires, la qualité du manioc recherché, à quel moment le manioc doit être récolté, quelle est la variété de manioc récolté et à quel prix les transactions vont se faire. Également, il a été question de voir comment les modalités de paiement vont se faire. Et ils ont eu à discuter de tout ça. Les maniocs qui vont être acheminés vers l'usine vont servir à la production d'amidon. La transformation est assurée par l'entreprise Nouvelle Société de commercialisation des produits agroalimentaires NSCPA. Cette entreprise salue la démarche du gouvernement qui a opté pour cette mise en relation afin de réduire le chômage des jeunes. Nous sommes industriels, nous transformons le manioc en amidon et on en a besoin de la matière première à grande quantité. Et cette matière première, nous n'avons pas encore la capacité d'avoir nos champs. Et même si nous l'avons, ça ne rime pas avec la politique globale de notre gouvernement et les orientations que les premières autorités togolaises ont données. Nous sommes très heureux de participer à cette mise en relation avec tous les enthousiasmes qu'expriment les jeunes aujourd'hui en s'insérant sur notre chaîne de valeur pour vraiment accroître leur business. L'ensemble des jeunes sélectionnés vont donc travailler dans le contexte du projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes, un projet basé sur la prochaine de valeur agricole. Il est soutenu par le gouvernement togolais et la Banque africaine de développement qui ont apporté leur appui financier à ce nouveau projet complémentaire du PAEJ-SP dont le lancement officiel est attendu très prochainement pour sa mise en œuvre. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre. Ce samedi 8 mai 2021, en exécution de la réquisition numéro 262/PR/21 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de 3e classe de Théviers, en date du 7 mai 2021, les forces de défense et de sécurité ont conduit des opérations de contrôle et dans des localités de Dalavé et ses environs dans la préfecture de Zion. Ces opérations dont le but est de préserver la paix, la sécurité et la quiétude des populations et de protéger leurs biens face à l'apparition de nouveaux défis sécuritaires et à la persistance des menaces classiques ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité, de visites domiciliaires. Elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis d'interpeller 89 personnes et de saisir divers objets. Il s'agit notamment de 2 voitures, 53 motos et de 2 tricycles sans pièces afférentes, de 10 fusils de chasse, un pistolet automatique de fabrication artisanale, des armes blanches et des effets militaires, du cannabis et d'une importante quantité d'éthanol. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Dalavé et ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Par ailleurs, il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Et c'est signé le ministre général de brigade Damham Yark. Actualité à l'international, sauver des vies et lutter efficacement contre le Covid-19, une ambition des autorités malgaches soutenue par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Des doses de vaccin AstraZeneca désormais apportées après des mois de déni quant à la gravité de l'épidémie dans la Grande Île. Madagascar a reçu ce samedi ses premiers vaccins contre la Covid-19 à travers le dispositif COVAX. Une première cargaison de 250 000 doses AstraZeneca est arrivée, accueillie par des responsables de l'OMS et du gouvernement malgache.
À chaque fois qu'on introduit un vaccin dans un pays, pour nous, c'est célébrer la vie, c'est sauver des vies, et nous sommes heureux aujourd'hui. Après des mois de déni quant à la gravité de l'épidémie dans la Grande Île, une résurgence des cas a contraint les autorités malgaches à une vaccination de masse. Mais elles ne démordent toujours pas quant à l'efficacité du Covid Organix. On voit, et c'est l'étude qui le montre, que ceux qui ont pris le CVO ne font pas d'efforts. Donc le vaccin sera en complémentarité de l'arsenal thérapeutique que nous avons jusque-là. Pays de plus de 28 millions d'habitants, Madagascar a officiellement recensé 716 décès dus à la Covid-19 pour près de 39 000 cas positifs. Le ministre tunisien Hichem Mechichi a annoncé vendredi un confinement du 9 au 16 mai, avertissant que le système de santé menace de s'écrouler en raison de l'afflux grandissant de malades dans les hôpitaux. Nouveau confinement partiel en Tunisie. L'annonce est venue ce vendredi du Premier ministre Hichem Mechichi. Dès dimanche, début des vacances de l'Aïd marquant la fin du Ramadan, mosquées, marchés et commerces non essentiels seront fermés. La Tunisie traverserait la pire crise sanitaire de son histoire. Nous avons décidé d'imposer des mesures sanitaires plus strictes et de profiter de la période de l'Aïd pour ordonner un confinement qui ira du 9 au 16 mai. Autre préoccupation du Premier ministre, le personnel soignant poussé à bout avec une centaine de décès dus au Covid par jour. Plus de 500 personnes sont actuellement en soins intensifs, un nombre sans précédent qui a obligé les médecins à mettre en place des hôpitaux de campagne. Les institutions de santé vont s'effondrer. C'est le grand risque qui nous inquiète. Quand je vois des médecins au bord de la dépression, je suis inquiet pour l'avenir, car nous risquons de ne plus avoir personne pour s'occuper de nous. Selon les nouvelles mesures, déplacements entre régions, rassemblements et célébrations sont interdits et un couvre-feu sera imposé de 19h à 5h du matin. La Tunisie, qui compte environ 12 millions d'habitants, a enregistré plus de 300 000 cas de coronavirus et plus de 11 200 décès. Et au Togo, à ce jour, samedi 8 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 141, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 657, 77 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1360. Et le nombre de décès est de 124. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyassimbi. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.